à mon retour d'Algérie, quand je suis arrivée à Paris, la première chose que j'ai faite, ça a été de chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire pour résister aux nazis. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Puisque l'armistice était nul et non avenu, je n'y croyais pas. Je me suis dit, jusqu'où ils vont s'effondrer? Qu'est-ce qu'ils ont cédé aux Allemands? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas cédé? Il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas nous laisser étrangler comme ça, sans rien dire et sans rien faire. La première chose que j'ai faite, tout de suite après l'armistice, ça a été de donner nos papiers d'identité à une famille qui s'appelait Lévy. Toutes les réunions de résistance, les premières ont eu lieu dans ma propre maison, en présence de ma mère, naturellement, et la mienne. Ma mère était aussi violemment pour la résistance que moi. La chose qui m'a mis hors de moi, c'est quand la clause de l'armistice qui disait qu'on devait restituer aux Allemands tous les réfugiés qui étaient venus se réfugier en France. Alors j'ai considéré ça comme le comble de l'abjection. L'indignation est une chose qui peut soulever une montagne. C'est le sentiment le plus fort. C'est quand devant le crime, devant la cruauté absolue, quelque chose en vous qui se gonfle et qui se soulève, c'est véritablement c'est ce qu'on peut appeler l'indignation. C'est à la fois la révolte et la colère, mais c'est en même temps le sentiment que la justice est de votre côté. Et qu'en face de vous, celui qui est en face de vous représente le mal. Fait faire lui une belle plaque sur laquelle il y avait écrit UNCC. Ça voulait dire Union nationale des combattants coloniaux. Alors on avait collé ça sur une porte. Et là, je me suis chargée de recruter tout un groupe pour faire des colis et des lettres à nos combattants coloniaux. Et surtout, nous avons essayé de les mettre en rapport avec leur famille. Et puis alors, quand ils ne savaient pas un mot de français, alors là, nous avions un truc encore bien mieux. On envoyait un de nos prisonniers, celui qui ne parlait pas un mot de français, avec un petit mot pour le docteur Le Bourris, par exemple. Alors il s'amenait avec son petit mot, le docteur Le Bourris, qui était au courant, le collait dans un lit et écrivait une lettre sur le lit. Alors là, tous les médecins allemands arrivaient devant, c'était le camp, comme si c'était le diable, et on les collait dans un train sanitaire qui les emmenait confortablement en zone libre. Il y avait beaucoup de choses à faire. Premièrement, il y avait des évadés. Il fallait donc absolument leur trouver des vêtements, des papiers d'état civil, des asiles. Nous avions le but de cacher tous les clandestins, c'est-à-dire les juifs. Il y avait un deuxième problème, qui était celui de l'information, de la non-information du peuple français. Puisqu'à ce moment-là, nous n'avons eu d'un seul coup comme information que ce que pondait la radio de Vichy et la radio allemande, c'est-à-dire des mensonges. Alors il fallait donc absolument informer les Français. Donc il nous fallait faire des tracts et des journaux clandestins. Ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, c'était que nous avions des renseignements militaires et que ces renseignements militaires, il nous fallait absolument les faire arriver jusqu'à Londres. Nous avons improvisé tout ça. C'est moi qui l'ai appelé Réseau Musée de l'Homme, et je l'ai appelé Réseau Musée de l'Homme après la guerre. Je me souviens terriblement de ce jour. Ça a été pour moi une blessure profonde. Et j'avais qu'une seule idée, c'était tout de même de sauver des condamnés à mort. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que toutes les fois qu'on était arrêtés, c'était la mort qui était au bout. Germaine Tillion came to see that the only way to help condemn prisoners was to help them escape.
She held meetings at her place to prepare the escape of a head of the intelligence service network. However, an agent of the German counter-spy agency, Abwehr, had infiltrated her network. The traitor was a priest named Alesch. He had attended meetings at Tillion's home. On August 13th, 1942, he delivered Germaine into the hands of the German police. J'ai été arrêtée à la gare de Lyon. Il y a quelqu'un qui me touche l'épaule et qui me dit police allemande, suivez-moi. Alors moi, je me tourne vers lui et d'un air agressif, je dois dire, je lui dis, vous pensez peut-être que je suis juive. Et alors il m'a dit, sur le même ton, non madame, je ne le pense pas, mais je veux vérifier vos papiers. Ensuite, on m'a conduit rue des Saussaies. Mais au fond, je n'ai pas été vraiment maltraitée pour une raison. Le traître qui m'a vendu ne savait presque rien sur notre réseau. Il connaissait des choses que sur le réseau de l'intelligence service. Sur le réseau Musée de l'Homme, il ne connaissait rien. Emily Tillion was arrested at her home the same day as her daughter. Both were sent to La Santé prison in Paris, and then to Fresnes prison. Alors, je recevais donc dans ce petit sac de linge sale, je recevais du linge propre 2 fois par mois. Et le sac avait une double paroi. Et dans la double paroi que voilà le sac. Et voilà le double paroi. J'avais un tissu de soie sur lequel Marcel Montmarché, qui était donc la fille de grands amis de mes parents, avait tapé à la machine. Elle cousait la soie sur une feuille de papier et elle tapait à la machine tout ce qu'avait dit la radio de Londres. Et alors, je recevais donc le compte-rendu de la radio de Londres dans ma cellule de Fresnes et je criais tout ce que m'avait dit, tout ce que j'avais lu par le tuyau du chauffage. Et Anis Postel-Vidé grimpait le long de sa fenêtre jusqu'au vasistas qui était à peu près à la hauteur des verres les plus hauts ici. Et là, elle criait à tue-tête toutes les nouvelles de Londres à toute la prison de Fresnes. Rappelle-toi, Anis, quand nous nous sommes rencontrés sur le quai de la gare du Nord, je vois une jeune fille de 20 ans, qui s'avance vers moi et qui me dit « Je suis Daniel. Bonjour, Coury. » Coury, c'était mon nom de guerre. Nous nous connaissions uniquement de nous être entendus par la fenêtre en prison et nous ne les étions jamais vus. Mais nous connaissions très bien, nous avions passé des mois, toute une année dans la même prison, donc on se connaissait d'avoir parlé ensemble. Je connaissais la voix d'Anis, mais je connaissais que sa voix. Je ne l'avais jamais vue. Et moi, j'étais en prison, dans la première prison, juste à côté de la maman de Coury. Et pendant des semaines et des semaines, la maman de Coury a cherché où était sa fille en prison. Et moi, comme j'avais une grosse voix, je criais par la fenêtre, Irène, qui était le faux nom de la maman de Coury, demande des nouvelles de Coury. Et on répétait le message indéfiniment. Le message est arrivé que Coury était bien dans la prison, mais le message n'est pas retourné, que Irène était là aussi. J'ai revu maman de loin à Fresnes. Une fois, ma porte s'est ouverte, en même temps que la porte à l'étage au-dessous, mais qui était en face, la porte de maman. Et à ce moment-là, nous nous sommes regardés. Ça a été pour moi déchirant. Ça a été pire que tout le reste. En arrivant à Ravensbrück, là, j'ai senti, en arrivant, probablement ce que sentent les animaux quand on les amène à l'abattoir. Quelque chose d'analogue. Le sentiment qu'on arrive à la mort.
123,000 women and children from all over Europe were held at Ravensbrück and made to do forced labor to supply the Nazi war machine. Ravensbrück was the site of infamous medical experiments and served as a training ground for SS guards. Thousands of women died there of hunger, illness, and exhaustion. Others were beaten to death, shot, or killed by gassing. Some 8,000 French women were sent to Ravensbrück. It was impossible to remain alone in that kind of situation, or you would die. We needed absolutely to care for one another, to help one another. Alone, it was finished. You vanished. In the fall of 1944, our great hope of being liberated before Christmas no longer seemed realistic. Germaine Tillion worries as she sees us sink into despair, one after the other. So she invites us to write something with her, something light-hearted. J'ai écrit une opérette, c'est-à-dire une chose comique, parce que je pense aussi que le rire, même dans les situations les plus tragiques, le rire, on peut rire jusqu'à la dernière minute. C'est un élément revivifiant, c'est le propre de l'homme, disent les naturalistes. Alors, cette pièce, Le Verfügbar aux Enfers, c'était l'histoire d'un Verfügbar c'était une analogie avec Orphée aux Enfers. En réalité, c'est avec des chansons que nous avions inventées pour marcher au pas et qui étaient des chansons rigolotes. J'ai écrit ça dans une caisse d'emballage où m'avait caché une camarade. Et les morceaux de papier qui sont là avaient été volés par une Tchèque qui s'appelle Vlasta. Vlasta m'avait donné ces bouts de papier et de quoi écrire. Et dans ma caisse, j'ai écrit Le Verfügbar en 10 jours. Et ensuite, il a circulé de main en main, où ça a amusé nos camarades. Elle riait. Ma paix, d'abord mes bijoux, ma valise et mon sac en cuir roux, mes petites provisions, mon pot de saucisson, ma belle chemise et puis mon seul pantalon. Je croyais qu'on m'avait tout pris, j'espérais que c'était bien fini. Comme un bébé naissant, j'étais toute nue. C'est alors qu'ils m'ont tondue. Très vite, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le camp. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un mécanisme économique qui marchait et que ce mécanisme économique consistait à extraire le maximum de travail de gens mourants, de femmes mourantes, jusqu'à ce qu'elles meurent effectivement. Autrement dit, c'était une invention qui permettait de rendre la mort une chose rentable. Alors j'ai donc essayé d'expliquer à mes camarades comment fonctionnait la machine, cette machine de mort. Et je me souviens que mes camarades m'ont dit que ça les avait réconfortés. Parce que comprendre un système, même un système qui vous écrase, c'est faire usage de la raison humaine et c'est quelque chose qui est un besoin et une force. Ce que tu nous as donné, c'était d'être capable de pouvoir comprendre, parce que tu as observé et que tu nous aidais à comprendre. Pour ça, il fallait d'abord que tu comprennes, et après, il fallait que tu communiques ta connaissance, ce qui n'était pas facile non plus, ce qui était dangereux également. We were assigned to pipe work. Our pipe was very long.
Every 2 meters, there was a girl posted. So Germaine started to speak to us, and we gathered around her. Imagine that. Though keeping 2 meters apart, we still ended up one next to the others. And she spoke to us about the SS. She gave us a lecture in ethnography. But then, as a result, we were no longer afraid. We understood them. And I think that Germaine carved out a small corner to be able to write. It was not paradise, but a nook, a little less bad. Une escale en enfer. Il y a eu plusieurs vagues. There were several waves of assassination at Ravensbrück. One took place in 1942. We were not there yet, but the one we experienced started in February 1945. We were summoned one evening to be transferred to another camp. Germaine, always the optimist, said, "If we change camps, I will take Mammy with me. At least she will be safe from those famous selections where her white hair put her at risk." Et moi, mes camarades tchèques m'ont dit, My Czech friends told me, "It's a very bad transfer. You must get out." Indeed, we were locked up with gypsies and their children, making it more or less certain that we would be assassinated, since for gypsies and children, the purpose wasn't work. We spent the night locked up in the Strafblock, the punishment barracks, Mrs. Tillion, Germaine and I. But Germaine had a fever of over 104. She had an abscess right here. et dès le lendemain matin, The next morning, we managed to get her to the infirmary, as she couldn't even stand up. And I stayed alone with Mrs. Tillion in that hell. Then, that very evening, I suddenly learned that a selection will take place and that we all had to line up by the wall for it. Alors j'étais affolée. I panicked. I said to Mrs. Tillion, "We will hide you." Because sometimes the girl would hide in the ceiling. You had to climb up to the third level of the bunks, remove the boards, and push the girls in. That's when Mrs. Tillion said to me, "Sweetie, I don't want all of that gymnastic. It's always been my decision to face my destiny head-on." And she reminded us that her dearest wish was to see herself die. Je suis arrivée en juillet 1945. Ma sœur était encore en Indochine. Ma mère avait été assassinée. Ma grand-mère était morte 4 mois plus tôt. Et ma maison était en ruine. Et je considérais que aucun devoir n'était plus impérieux que celui de recueillir un tableau aussi objectif que possible de ce qui venait de se passer, des crimes et des criminels. In December 1946, Germaine Tillion served as an observer at the trial in Hamburg of the SS officers in charge of the camp at Ravensbrück. She was a delegate of all the French women sent to the camps. 4 years later, as a witness this time, Germaine and her friend Geneviève de Gaulle-Ontionnoz participated in another trial at Rastatt of the senior SS officers at Ravensbrück. In 1949, David Rousset, a concentration camp survivor, founded the International Commission Against the Concentration Camp System to denounce concentration camps wherever they exist. Germaine Tillion was charged by the French Association of Concentration Camp Survivors and Prisoners of the Resistance to represent them. She did so,
most notably in 1951 at Brussels, where, the Soviet Union not having allowed investigation on site, the Commission constituted itself as a jury to hear testimony about the Gulag. This earned her fierce reproaches from her communist comrades.